Ben, écoute, je pense que j'ai entendu la présentation. Je ne vais pas me représenter, mais je vais dire bonsoir à tout le monde. À Montréal, il est actuellement midi 25, donc je vais essayer de me projeter dans une soirée after work de votre côté. Alors, c'est plaisant de voir, grâce au iPad, les gens présents dans la salle. Ça donne un certain feeling de la présence. Je ne peux pas voir vos visages, réagir peut-être à vos sourires ou à vos froncements de sourcils. Par contre, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous à la fin si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires via le iPad. À ce moment-là, on sera plus dans un mode d'interaction où je pourrais voir directement la personne qui me parle. Mais de façon générale, donc, s'il y a quoi que ce soit, je vois bien Guillaume qui, lui, peut me faire un signe de type lever le doigt. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on vient de perdre la connexion. Donc si vous me voyez lever le doigt, c'est que je l'entends tout, qui casse la connexion, mon image est magnifique. Ça peut arriver, c'est rare, pour quelques secondes, et quand je redescends mon doigt, c'est que tout est revenu à la normale. Donc ça, c'est vraiment un niveau technique pour s'assurer qu'on communique bien par rapport aux petits soucis technologiques. Et puis, donc, sans plus tarder, ma présentation va être très brève. Au Québec, on dit short and sweet. Donc, c'est vraiment l'idée de plus susciter le débat avec vous parce que c'est un sujet qui est souvent, je dirais, peut-être controversé dans quelle mesure, finalement, il peut y avoir une complémentarité, voire même une certaine convergence au niveau de deux disciplines que sont l'ergonomie des interfaces, l'ergonomie cognitive, et le marketing. Alors, au niveau des différents termes, c'est peut-être la première chose que j'aimerais voir avec vous. Là, j'essaie de changer mon acétate, ça ne sera pas long. J'ai un petit délai au niveau du changement d'acétate. Ah, voilà. Excusez-moi, là. Comme j'ai cliqué quelques fois, il est possible que tout d'un coup, elle se mette à défiler. Si jamais c'était le cas, je vous le dirai. Là, pour l'instant, ça semble bon. Alors, je reprends. Donc, comme j'indiquais, on va s'entendre sur les termes ergonomie des interfaces de façon générale, mais c'est sûr que c'est tout particulièrement appliqué au contexte et aux notions plus spécifiques des champs de recherche de l'utilisabilité ou du UX dans l'ensemble des canaux interactifs d'aujourd'hui. Donc, on s'entend que ici, je m'adresse aux ergonomes cognitifs plus qu'aux ergonomes physiques ou ergonomes du travail dans ce contexte plus large. Mais dans ce cas-là, la comparaison peut-être se rapproche ou permet du moins des rapprochements plus faciles. Alors donc, si on commence, on va couvrir finalement les objets qui occupent plus ces deux disciplines, à la fois au niveau de la recherche qu'au niveau de la pratique. Mais je vais commencer donc par les objets d'études et les méthodes. Et ensuite, on va poser des questions plus pratiques qui rejoignent donc le terrain et les domaines d'application. Alors, si on parle des objets, commençons donc par l'ergonomie des interfaces de façon générale. Ici, j'ai extrêmement simplifié ces réducteurs, mais je vous donne les éléments de dominance. Donc, a priori, ça va plus principalement s'intéresser à tout ce qui est viser la facilité d'utilisation en tenant compte naturellement de la satisfaction et du plaisir quand on élargit l'utilisabilité évidemment à la dimension de l'UX au sens plus large, et vraiment la satisfaction va devenir plus présente dans la définition qui est un peu plus élargie. L'unité d'analyse dans ce cas-là est clairement l'activité comme toujours, mais à laquelle on va donc incorporer plus justement la dimension des émotions. Il y a énormément de recherches qui se font désormais où on va utiliser notamment des mesures physiologiques pour aller capter la dimension émotive durant l'utilisation des interfaces. Évidemment, tout ceci va toujours se faire en fonction d'un usager, d'un système, d'un contexte. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Et on va souvent, le plus souvent, c'est la force, je dirais, d'une certaine façon, de l'ergonomie des interfaces, se concentrer sur une observation plus directe du comportement. Ça va être l'élément dominant au niveau des méthodes.
je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres plus expertes ne faisant pas intervenir les usagers, on s'entend. Je vous parle donc à un niveau de la dominante. Et puis, bien entendu, si on est à élargir et à comprendre toutes les données, on part de l'ergonomie des interfaces, dans un but plus strictement recherche. Puis, c'est sûr que lorsqu'on parle au sens plus large de l'expérience usagée, il y a encore beaucoup comment dirais-je, de flou autour de la définition de l'expérience usagée. Je pense qu'encore tout récemment, il y a eu un questionnaire en ligne pour une étude qui a circulé à ce sujet. Je pense que j'avais vu ça circuler sur Ergo IHM de la part de Mme Lallemand. Donc, je sais qu'il y a encore énormément de recherches qui se font pour tenter de mieux cerner cette définition-là. On s'entend qu'au niveau de la racine, on part de la discipline plus de l'ergonomie cognitive, de l'ergonomie des interfaces. Alors maintenant, si on passe au marketing, surtout, notamment, plus le marketing interactif, encore une fois, j'essaie de faire le point d'ancrage de la grande discipline, mais aussi évidemment le contexte d'application à l'intérieur duquel les rapprochements sont plus effectifs, donc ceux que j'essaie de faire dans le cadre de cette présentation. Alors, donc, au niveau du marketing interactif, c'est sûr qu'on va viser plus l'identification de marché de façon générale, mais aussi à l'intérieur de ça, des unités d'analyse où on va essayer de dégager des segments qui sont des groupes de consommateurs. Et puis, pour rejoindre ces segments, bien évidemment, il faut quand même passer par les consommateurs. C'est là qu'on commence à avoir un point de jonction entre les consommateurs et les usagers. Si ça ne fait pas des usagers, tous les consommateurs, les consommateurs sont quand même a priori le plus souvent dans ces contextes d'utilisation-là, souvent des usagers, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, on peut voir des rapprochements au niveau, même si les terminologies peuvent différer. Et puis, bien entendu, dans ces contextes-là, on va tenir compte de facteurs de la démographie, la démographie, tous ces éléments-là. Et en général, les méthodes, les éléments d'analyse les plus utilisés vont être des mesures rapportées, mais aussi des traces directes. Alors, lorsque je parle de mesures rapportées en recherche, on s'entend, c'est tout ce qui est opinion, attitude, intention comportementale qui sont fondées par des méthodes classiques de questionnaire, c'est-à-dire des éléments où le participant a finalement un certain filtre sur la réponse qu'il peut donner, à la différence d'une observation plus directe du comportement où, en temps normal, on va l'observer sans qu'il puisse nécessairement y avoir autant de filtres dans la réponse qu'on veut donner au chercheur ou à la personne qui observe. Mais au niveau du marketing interactif, il faut faire très attention parce qu'il y a énormément aussi de traces directes, comportementales. Lorsque je parle de traces, je parle de traces comportementales. Le marketing interactif est très reconnu pour ça. On dit justement que c'est sa grande force, ça permet de mesurer l'ensemble de ces comportements-là qui sont donc traçables. C'est aussi ce qui en fait sa mauvaise réputation au niveau de tout ce qui est publicité ciblée, publicité comportementale. On s'entend. Je ne voudrais surtout pas donner l'impression de supprimer les aspects qui peuvent parfois être pervers dans l'utilisation du marketing interactif. Ce n'est pas l'objectif non plus aujourd'hui. Il n'y a pas ici de but de rendre l'un tout blanc et l'autre tout noir ou vice-versa. Aucunement, il y a simplement à considérer que les deux disciplines et approches finalement peuvent avoir des qualités et leur travers, et de voir justement comment on peut faire travailler leurs qualités ensemble et de façon complémentaire, éventuellement et complètement. Donc ici, quand on termine avec le marketing interactif, on voit bien que ça devient finalement bien souvent des contextes de consommation de l'expérience usagée. C'est là aussi qu'on voit un point où les deux se rejoignent, à savoir que lorsqu'on est dans des contextes comme le web commercial, que ce soit via l'ensemble des canaux interactifs qui existent aujourd'hui, comme les canaux mobiles, etc., ces différents contextes sont des sites web, mais qui ont des vocations pas toujours seulement informationnelles, mais informationnelles avec une visée de service, une visée donc de vente de produits, parfois même de service au sens de rendre un service en ligne
mais qui va donc finalement constituer une forme de consommation de services, qu'elle soit gratuite, qu'elle soit payante, il y a consommation de services électroniques. On peut le considérer de cette façon-là. Donc c'est dans ces éléments-là qu'on voit qu'il y a finalement un rapprochement possible et où l'expérience usagée devient finalement le mode de livraison et d'expérience finalement du service rendu. Alors là, je viens de cliquer pour changer d'acétate. On va être un petit peu patient. Comme on a pu voir, ça prend un certain temps. Ça vient du fait de la superposition des plateformes entre PowerPoint et GoToMeeting. Donc, je sens que ça travaille. Est-ce qu'on va se rendre à l'acétate suivante? Excusez-moi. On est patient, ça va. Oui, merci. Parce que lorsque j'ai appuyé trop tout d'un coup, lorsqu'on a fait les tests avec Guillaume hier, ça se met à défiler, on a comme 3-4 acétates d'un coup qui passent. Là, par contre, ça fait 2 fois, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que on va y arriver? La vidéo est très fluide, mais les diaporamas sont extrêmement saccadés avec plusieurs secondes de latence. Oui, c'est ça. Là je n'arrive pas à changer d'acétate. Je ne sais pas s'il va falloir que je quitte le mode diaporama pour réussir à changer d'acétate. Ça serait embêtant, mais on va essayer de voir si ça... sur ce mode-là, ça fonctionne. Par contre, j'ai perdu complètement GoToMeeting. Là, je ne vois plus personne, je ne vois plus. Nous, on te voit. Oui. On te voit, on t'entend. Bon. Parfait. Tu peux Alors, continuer. Oui, excellent. Alors, donc, maintenant, si on passe aux différentes méthodes, donc quand on peut, encore une fois, résumer, c'est caricatural au sens où il s'agit ici d'éléments plus dominants. Et donc, des activités de recherche classiques qu'on va trouver donc, dans le domaine du DHL et donc du UX de façon générale. Donc, on va voir, comme je disais tantôt, au niveau de ce qui est plus expert, de l'inscription artistique avec tous les éléments d'accord engagés, lorsqu'il y a plusieurs experts qui doivent faire coordonner l'ensemble de leurs évaluations. Donc, c'est la méthode classique de l'inspection artistique, évaluation experte. Il y a évidemment l'observation avec les protocoles verbales, donc ça c'est la méthodologie très connue et plus connue, je dirais, sous le nom de test utilisateur par les différents groupes de recherche et chercheurs que par les différentes organisations et entreprises, aussi bien au niveau québécois que canadien et américain. Alors donc, la raison de vous présenter finalement ce rapprochement et puis ce cas hybride que je vis au quotidien en tant que chercheur et praticienne spécialisée en ergonomie des interfaces depuis plus de 15 ans, c'est que je me rends compte de façon très, je dirais flagrante que les frontières sont de plus en plus floues. Aussi bien par rapport à la communication en machine que par rapport au marketing finalement. Dans quelle mesure, dans le contexte que je vous ai présenté tout à l'heure, la communication, d'une certaine façon, n'est pas déjà une forme de consommation. Donc, dès qu'on se place dans ces contextes-là, on s'aperçoit que ces frontières aussi catégoriques, d'exclusion de discipline, de rejet de discipline, de mépris de discipline, parfois qui existent, ne s'appliquent peut-être plus aussi simplement, je dirais. Donc, je veux juste soulever ces questions-là et me demander si, finalement, quand on essaie de voir les choses de ce point de vue-là, on maintient une telle distinction et une telle distance, finalement, entre les deux approches. Donc, ici, je voulais vous donner l'exemple, justement, qui est de plus en plus utilisé en recherche. Ici, c'est déjà tiré d'un article du Harvard Business Review de février 2007. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout récent.
mais où justement on fait la différence entre le CEM, qui est le Customer Experience Management, et le CRM, qui est évidemment Customer Relationship Management. Je ne vous apprends rien ici, mais où l'idée, c'est plus de les mettre en parallèle pour montrer finalement que, d'une certaine façon, on a ces deux versants qui se parlent. Donc, le CIEM qui, lui, vise vraiment à voir plus tout le point de vue usager sur l'organisation. Et donc, finalement, l'ensemble de ces points d'interaction avec l'organisation, l'ensemble des façons dont on peut comprendre ces points d'interaction et comment cette information est utilisée, etc. Et de l'autre point de vue, donc au niveau du CRM, qui en fait n'est que l'extension de ça, c'est-à-dire dans quelle mesure l'entreprise, à chaque point de contact finalement de l'usager, du consommateur avec son système interactif, vraiment, comme je disais, le site web classique en point de référence, peu importe par quel mode d'accès ce site web est utilisé, que ce soit de façon mobile ou autre. L'important ici, c'est de voir qu'à chaque élément de communication, finalement, si on se fie à des technologies comme les cookies ou si on se fie à des technologies comme justement la gestion automatique d'informations rattachées à votre browser, la langue de votre browser, le pays rattaché à votre browser, il y a un service qui automatiquement et de façon totalement dynamique va s'adapter. Je vous donne un exemple. Lorsque moi je veux m'envoyer des liens pour aller voir une émission sur une chaîne de télévision quelconque, peu importe M6 ou autre, je ne peux avoir accès à ces liens-là. Automatiquement, le browser va être détecté et je vais pouvoir me faire exclure de ce contenu-là parce que je n'ai pas accès à ce contenu-là en tant que Canadienne, parce que c'est du contenu protégé par des lois commerciales, etc. Et vice-versa, je vous ai fait récemment, mon fils est passé à l'émission Canada Got Talent, et puis lorsque j'ai envoyé des liens à l'étranger à la famille, ils n'ont pas pu avoir accès à ces différents contenus-là. Donc, ils étaient protégés de façon automatique et il n'y avait pas de possibilité, du moins en ligne, de pouvoir contrôler ces éléments-là, d'affichage et d'interprétation dynamique des informations rattachées à la consultation et à la navigation de l'usager. Et l'idée ici, c'est de comprendre que c'est au-delà des choix individuels, c'est-à-dire que la réponse, qu'elle soit par qui autre, va laisser une trace. Donc, même si c'est un élément d'interaction avec le système, ça devient automatiquement un élément, je dirais, de trace de relation qui influe dans la communication et donc dans l'échange d'informations et de façon adaptative qui va caractériser la relation avec le consommateur. Donc ici, c'est le premier exemple qui voulait semer un certain doute sur l'aspect de frontières floues quand on parle de communication, alors d'interaction, de communication. Alors maintenant, lorsqu'on parle d'interaction, est-ce qu'on peut se demander aussi dans quelle mesure l'interaction à laquelle on est habitué dans le sens de IHM, l'interaction machine, dans une interface machine, n'est pas aujourd'hui de plus en plus finalement une interaction multiple et dans ce sens une conversation. Là, vous me voyez venir, je parle d'un contexte, encore une fois, typique du web social, du web commercial, où on va avoir, n'est-ce pas, du F-commerce, du Facebook commerce et autres types de contextes où finalement l'interaction est de plus en plus multiple. Alors ici, je vous donne l'exemple d'une communication qui est présentée dans le cadre de la conférence d'Argo IHM qui va avoir lieu à Biarritz dans les prochains jours, du 16 au 19 octobre. On a ici, c'est une collaboration qui a été réalisée de la chaire avec l'Université de Montréal. Et donc ici, on va parler d'un contexte.
Alors, il s'agissait d'une étude sur le site Amazon, donc, qui est quand même un site, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de sites de communautés virtuelles où les différents, finalement, utilisateurs du site échangent des informations les uns entre les autres. Donc, ce n'est pas seulement Amazon qui donne de l'information à ses internautes, mais c'est aussi les internautes entre eux qui se servent de la plateforme pour échanger de l'information entre eux. Et donc, finalement, il y a de one to many, il y a aussi du many to many qui a lieu en termes de communication bidirectionnelle. Et donc, ici, c'est important de comprendre que finalement, dans le site, l'étude visait à montrer que certaines fonctionnalités avaient non seulement un rôle fonctionnel, mais avaient également une dimension, si je peux dire, de sociabilité. Donc, il s'agissait pas seulement de voir dans quelle mesure le site était utilisable, mais au sens de usability, mais aussi au sens de favoriser la socialité, donc au sens de sociability. Alors ici, encore une fois, l'exemple de cette étude, c'est juste pour vous montrer à quel point, lorsqu'on parle finalement d'interaction, de plus en plus dans le contexte du web social qu'on connaît, et qui est aussi vrai, mais encore plus vrai, même d'une certaine façon, d'un point de vue mobile, lorsqu'on va aller magasiner, on va aller, surtout, par exemple, les jeunes vont pouvoir automatiquement partager, consulter les avis de leurs amis, donc visiter un certain magasin, que ce soit de façon virtuelle ou de façon réelle, comme un Macy's par exemple, et automatiquement publier une trace sur l'ensemble de leur réseau. On a une interaction avec ce système qui est individuelle, certes, mais qui devient de plus en plus automatiquement une interaction multiple, où finalement la conversation est le paradigme même de l'interaction. Ce n'est pas l'interaction seule. Automatiquement, il y a une trace qui se fait même au-delà public et à interaction multiple avec les différents membres de son réseau. Donc ici, nous on avait mesuré cette dimension-là par justement des mesures physiologiques. Ici, lorsque vous voyez GSR, c'est pour Galvanic System Response, ou Skin Response. Puis ici, donc, vous pouvez voir à quel point, finalement, ces fonctionnalités-là, non seulement favorisaient l'attitude envers la contribution au site d'Amazon pour les différents participants, mais en plus, il y avait une réaction émotive qu'on avait mesurée par cette mesure physiologique-là qui médiait cette relation. Donc, non seulement cette relation existait, mais la dimension émotive rattachée à la dimension sociale ressortait et médiait la relation. Donc, on parle vraiment d'une variable qui devient médiatrice de la relation entre les usagers et leur attitude envers la contribution envers le site. Alors, c'était les deux, je dirais, portes les plus ouvertes, les plus faciles à pousser pour moi, pour montrer à quel point, à mon sens à moi, ces guerres de clochers entre les disciplines et entre, je dirais, les bagages, sont peut-être de moins en moins pertinents et surtout le seront peut-être de moins en moins encore plus. Et moi, je vous avoue, pour avoir le double bagage au niveau de la formation académique, que j'ai de plus en plus du mal à saisir en quoi finalement c'est quelque chose de constructif pour les deux approches, de se tenir autant à distance les unes des autres, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'elles pourraient avoir de complémentaire et même de convergent. Alors, quand je parle de complémentarité, on s'entend, c'est bien sûr au niveau de leur méthode, mais c'est sûr que l'apport de cette triangulation, finalement, qu'elles peuvent permettre, je pense qu'il
comprend bien lorsqu'on voit à quel point l'objet final d'étude est très convergent, parce que l'ensemble finalement des frontières de l'objet deviennent de plus en plus floues et appartiennent à des contextes qui permettent beaucoup moins de découper au couteau comme un bon peut-être. Du moins, c'est la question que je soulève. Je ne prétends pas avoir raison. Ici, je fais exprès de partager un vécu professionnel à la fois au niveau de la recherche et de la pratique, parce que je le sens aussi au niveau de la pratique que les projets de conception et d'évaluation qui marchent le mieux sont ceux où les départements se parlent justement, à l'inverse de ces guerres de départements classiques et sempiternels auxquels on a assisté entre IT, marketing et ergonomie. On ne sait pas toujours où est-ce qu'il est logé, parce que c'est malheureusement rarement des équipes indépendantes et qui finissent par relever de ces directions-là, probablement à tort, mais dans tous les cas, où il y a finalement une misconception, comme on dit en anglais, par rapport au rôle indépendant et complémentaire que ça pourrait avoir. Et donc, ces projets-là où il y a plus de synergie, où il y a plus justement de complémentarité, de compréhension et de respect entre les départements, sont ceux qui marchent le mieux, à mon sens. Du moins, c'est ce que j'ai observé. Et c'est dans cette perspective-là que je voulais présenter ça aujourd'hui, en parler avec vous. Et je suis convaincue qu'une architecture de solutions doit finalement à la fois tenir compte d'une belle triangulation de méthodes qui soit pertinente pour le projet en question, quel qu'il soit, mais lorsqu'il s'agit d'un projet, de s'assurer finalement d'obtenir cette synergie la plus optimale, avec les points forts et les points faibles. Ici, il n'y a pas à essayer de faire le procès d'aucune discipline, au contraire, c'est de montrer qu'elles peuvent tout à fait être mises à profit ensemble de façon convergente. Alors ici, je vais recéder la parole à Guillaume et je vais essayer de mon côté de me sortir de la présentation pour pouvoir retrouver le mode vidéo, pour pouvoir répondre à vos questions éventuelles et passer en mode dialogue. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Merci. On va commencer par t'applaudir. Merci.